sommes la table ronde des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, car si nous parvenons à répondre à la question qui nous est posée aujourd'hui, enfin la réponse elle est connue. Est-ce que l'État doit-il se réinventer? La réponse sera oui. Et donc comme nous allons répondre oui, nous allons immédiatement rentrer dans des pistes de solutions. Si l'État se réinvente, tout ira mieux après. Tout ira mieux. Si l'État dépense moins de manière plus efficace, s'il prélève moins, tout ira mieux. À ce moment-là, nous aurons une politique de l'offre et nous augmenterons le taux d'emploi d'environ 10 points par rapport à nos voisins. Et si nous augmentons le taux d'emploi de 10 points par rapport à nos voisins, nous faisons du jour au lendemain rentrer 130 milliards d'euros de recettes supplémentaires dans les caisses de l'État. D'un coup d'un seul, l'intégralité des difficultés économiques de notre pays est réglée. Alors l'enjeu, c'est qu'à 16h, dans exactement 25 minutes, la France soit sauvée, mesdames et messieurs. Parce que nous allons sauver la France en apportant les réponses que vous attendez. J'ai soumis avant à mes deux invités 7 portes d'entrée pour réinventer l'État. J'ai essayé d'imaginer ce qui pouvait être nécessaire pour qu'on remette la table dans le bon sens, l'église au milieu du village. Donc c'est bien parce qu'on a un sujet qui est hors débat élection législative et son cortège de paradigme de la gratuité qui l'a accompagné. Je suis avec Augustin de Romanet, il est président d'Aéroports de Paris et également président de Paris Europlace. Bonjour Augustin, merci d'être avec nous. Et Nicolas Dufourcq, qui est président de BPI France, un très bel héritage de François Hollande, qui entre désormais dans sa 11e année et qui a su résister aux pressions politiques pour ne pas devenir une espèce de banque publique qui céderait aux caprices des uns et des autres pour aller sauver des canards boiteux, plutôt que d'avoir une vision un peu stratégique de long terme. Eh bien, Nicolas est là, et d'ailleurs il est toujours là, hein, depuis le début. C'est donc une très bonne nouvelle. Merci à vous deux. On a 20 minutes pour sauver la France. Augustin de Romanet, Nicolas Dufourcq, je vous donne quelques minutes d'introduction et après je vais vous amener sur mes différents points. Allez-y, Augustin, commencez. Bonjour à toutes et à tous. C'est l'exercice le plus difficile de l'année. On m'a donné 4 minutes. Donc j'ai 4 points. Est-ce qu'on peut baisser la musique? Ah, elle n'est pas chez nous, pardon. Bon, donc... Est-ce qu'il faut réinventer l'État en 4 minutes? Alors, bon, la première chose que je dirais, c'est qu'on a souffert d'une maladie violente depuis 1960, qui est le keynésianisme. C'est-à-dire que tous les ans que Dieu fait, les hommes politiques ont bâti leur crédit sur la dépense publique. C'est simple, chaque année on augmentait la dépense publique, la recette publique, et la vie était belle. À partir des années 80-82, on a continué à augmenter la dépense publique, mais pas la recette publique. Et on a aujourd'hui un déficit public qui est extraordinaire. Donc on a un État qui ne peut plus mener cette politique menée depuis 50 ans, qui consiste à régler les problèmes en dépensant. Cet essoufflement de l'État, on a un magnifique, et c'est mon deuxième point, une description dans une interview de Christophe Guilluy dans Le Point de cette semaine. Je vous cite. « Aujourd'hui, ce qui tient encore le pays, c'est l'État-providence. Mais on voit que c'est la prochaine étape de la fragilisation. Les gens ont parfaitement compris que le prochain plan social, ce ne sera plus l'industrie, ce sera plutôt la fonction publique. Ce qui tient encore le pays, c'est l'État-providence, mais c'est un fantôme puisqu'il ne vit que par l'endettement. » C'était mon deuxième point. Mon troisième point, c'est de dire que l'État ne pourra pas se réinventer s'il se réinvente comme il essaye de le faire depuis 1958. Depuis 1958, quand vous regardez les manuels de sociologie administrative, l'État passe son temps à se demander comment il faut qu'il se réforme. C'est ce que j'appellerais l'État soucieux de soi-même. Et depuis 1958, l'État n'a jamais réussi à se réformer. Pourquoi ? Et pour moi, la cause racine, c'est que dans l'État, contrairement à l'entreprise privée, ou contrairement à la vie personnelle, la famille, l'esprit de responsabilité a disparu. Quand quelque chose marche, tout le monde est sur la photo pour l'inauguration. Quand quelque chose rate, il n'y a plus personne de responsable. Et je ne vais pas trop développer sur la disparition des élites locales créées par la suppression du cumul des mandats, mais nous souffrons d'un problème de responsabilité majeur. Et il est vrai aussi bien au stade de l'État central qu'au stade des collectivités territoriales. Le simple fait qu'on ait rompu le lien entre l'élu local et l'impôt local, avec par exemple la suppression de la taxe d'habitation, engendre des complications que chacun connaît. Comme je suis déjà trop long, je vais conclure en disant que la meilleure illustration de l'esprit des responsabilités, c'est la faculté pour une autorité de déléguer. Le vrai pouvoir dans la vie, c'est pas d'exercer le pouvoir,
c'est de donner le pouvoir aux autres et de choisir ceux à qui on le donne. Or, dans l'État, vous le savez, chacun vit par le pouvoir qu'il a et qu'il conserve. Et je prendrai un exemple dans le septennat du président Macron, dont vous savez qu'il n'est pas réputé pour être le plus grand d'élégants, et que parmi les choses qu'on pourrait objecter à son mode de gouvernement, il y a la faible délégation. Il y a pourtant un exemple dans lequel le président Macron a connu une réussite exceptionnelle. C'est un domaine dans lequel il a totalement délégué, ce qui est inhabituel chez lui, et ça sera un succès majeur le 8 décembre prochain. Lorsque le président Macron a dit qu'il faudrait reconstruire Notre-Dame, il a pris une décision qui va à l'encontre de toutes les pratiques bureaucratiques. Il a confié à une personne, une mission, des moyens, tu vas me reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Et le général Georges Lain, qui avait pour lui l'impossibilité de se courber devant les architectes des bâtiments de France, l'incapacité d'accepter les stupidités bureaucratiques qu'on lui aurait mis dans les pattes s'il n'avait pas été un général 5 étoiles comme il était, aura réussi cet exploit de permettre que Notre-Dame soit réouverte le 8 décembre. Donc pour résumer, si on veut réinventer l'État, il faut réintroduire dans les manuels de gestion publique le mot délégation, le mot responsabilisation, toutes dispositions qui ont été manifestement déchirées dans les manuels qui ont formé les bureaucrates depuis 30 ans. Merci beaucoup. On a fait un grand pas et il n'est pas encore 16 h, mesdames et messieurs. C'est exactement ce que Jean Tirole disait hier, sur la causerie qu'il a eue avec Christine Lagarde. La clé, c'est la gouvernance. Il y en a d'autres des gouvernances comme ça, Augustin de Romanet. Moi, j'espère que Bruno Bonnell va réussir à gouverner son plan France 2030. Il y a une gouvernance de BPI depuis 2013. Je ne sais pas si on appelle ça de la délégation, mais en tout cas, c'est une gouvernance. Et je crois que... Je me souviens un jour, je vois Nicolas Dufourcq et il me dit « je suis une banque ». Une vraie banque. J'édite tous les ans un PNB, un produit net bancaire. Je suis un établissement bancaire, je ne suis pas une agence publique. Et la gouvernance de BPI est là pour en témoigner. Allons-y, Nicolas Dufourcq. Propos liminaires, et puis après on verra si j'ai un peu de temps. Bon, alors on est quand même sur un sujet ultra sérieux et ultra complexe évidemment, puisque qu'est-ce que c'est que l'État? C'est l'État central, les administrations. D'ailleurs, je pourrais demander ici, levez la main ceux qui ont travaillé dans l'État au sens large. Voilà, donc c'est la société française. Et donc, c'est les... Attendez, ceux qui ont levé la main sont des gens qui sont agents publics, c'est bien ça? Qui ont travaillé dans leur vie pour l'État, et c'est pas que agents publics, c'est précisément le sujet, tu vois. Et ce sont les collectivités locales, évidemment, mais c'est aussi, d'une certaine manière, Bruxelles. Il ne faut jamais oublier que Bruxelles est une part fondamentale de notre État. Bon, ça c'est une première remarque. Deuxième remarque, les services publics. Les services publics, aujourd'hui, sont très attaqués, notamment pour leur efficacité. Les profs sont mal payés, les infirmières sont mal payées, etc., etc. Il y a des pays dans lesquels le consensus autour de l'État est formé, la confiance est là parce que les services publics fonctionnent encore. Qu'est-ce qui se passe en France? En fait, pour résumer, je suis obligé d'aller directement à une conclusion qui peut être perçue comme une punchline. On met en France 3 points de PIB par an dans les retraites. Un peu plus devant le micro, Nicolas. Voilà, plus là, ouais. Ouais, on met en France 3 points de PIB par an dans les retraites, de plus que les autres pays européens. Ça fait 100 milliards d'euros. On est drogué aux retraites. Et les 100 milliards en question, c'est ceux qui ne vont pas dans les services publics. Pourquoi est-ce que les services publics des autres pays européens tiennent mieux? C'est parce que le choix collectif des autres pays européens, c'est de bosser plus longtemps pour payer les profs. Deuxième remarque, mais importante. Ensuite, il y a le sujet qui est celui qui partage la vie d'un certain nombre d'entre nous ici, qui est l'État central. L'État central, c'est donc les administrations. Qu'est-ce qui ne va pas dans les administrations centrales, donc dans les ministères, fondamentalement? Alors, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, c'est les cabinets. Il y a eu une période heureuse qui a été, au fond, celle des 2 premières années du premier mandat d'Emmanuel Macron, où il avait imposé une réduction de la taille des cabinets, ce qui responsabilisait les administrations. Ça a très bien marché. À partir d'un certain moment, cette discipline s'est totalement relâchée et on est revenu à quelque chose de parfaitement inflaté, où vous avez, devant chaque sous-direction de l'administration centrale, un jeune membre de cabinet de 30 ans. Ça ne marche pas. Ça pourrit complètement la vie de l'administration centrale. C'est une catastrophe. Troisième remarque, quand vous êtes directeur d'administration centrale, vous êtes nommé par les plus hautes instances du pays. Est-ce que vous avez la liberté totale de nommer votre comité de direction? Non.
vos collaborateurs sont nommés par le ministre. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas. Imaginez qu'à la BPI, j'ai été obligé d'obtenir l'accord du ministre ou plus haut pour la nomination de mes principaux collaborateurs. Il n'y aurait pas de BPI. C'est pas compliqué, il n'y aurait pas de BPI. Donc si vous voulez avoir un management public correct, il faut des règles de management tout à fait normales et de bon sens. De délégation, tu l'as dit. Hein. Voilà. Et puis, un dernier point, qui plaira ou qui plaira pas, c'est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est allée trop loin. Elle est allée beaucoup trop loin. Elle, sans s'en rendre compte, les bonnes intentions sont là, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Elle incarcère un grand nombre de gens dans l'État, les empêchant d'aller dans le privé. Elle décourage totalement les gens du privé de venir dans l'État parce qu'ils ne pourront pas repartir. Je vous donne un exemple. À l'intérieur même de la BPI, certains des collaborateurs n'ont pas le droit d'aller travailler dans d'autres divisions de la BPI parce qu'il y aurait conflit d'intérêts. Imaginez ça. Ça va beaucoup trop loin. Donc la judiciarisation de la transversalité dans l'État et des échanges entre le public et le privé est une catastrophe. Messieurs, je vous ai écouté, j'ai pris en note pas mal des éléments que vous avez exprimés. Est-ce que l'un des points de départ de la réforme de l'État, c'est la suppression du statut de fonctionnaire? Je pense que la suppression du statut de fonctionnaire est l'un des points de départ de la réforme de l'État. Est-ce que vous partagez cet avis? Je pense qu'il ne faut pas faire une fixation là-dessus, parce que un des avantages du statut de fonctionnaire, c'est qu'il coûte moins cher. Or, on n'a plus de sous. Si tu supprimes le statut de fonctionnaire, tu vas devoir payer beaucoup plus et beaucoup plus vite, beaucoup de gens. Et on n'a pas les capitaux. Donc, je pense que c'est une fausse piste. Augustin Dromanet. Alors, ce que dit Nicolas est budgétairement marqué au coin du bon sens. Il y a une difficulté tout de même dans le statut de fonctionnaire, c'est que ça rend très difficile la faculté pour l'État de confier à des personnes en milieu de carrière des postes publics qui sont par définition réservés aux gens qui ont le statut de fonctionnaire, puisque comme on ne peut pas les rémunérer en argent, on les rémunérait en prestige ou en poste garanti. Donc par exemple, dans les postes des ministères, si vous voulez être sous-directeur, il faut forcément avoir été pendant 10-15 ans blanchi sous le harnois. Ce qui n'est pas forcément l'idée du siècle, parce que vous pouvez avoir besoin de grands spécialistes qui viennent du privé, qui ne peuvent pas. Donc est-ce qu'il faut supprimer le statut de fonctionnaire? Probablement non à court terme, parce que comme le dit Nicolas, ça coûterait les yeux de la tête. En revanche, déverrouiller toutes ces rigidités qui sont liées au fait qu'on ne peut pas choisir ses collaborateurs. Ce que disait Nicolas est absolument crucial. Est-ce qu'elles sont pas liées à ce statut, Augustin Dromanet? Bien sûr, mais un peu lié à ce statut. Je reviens une seconde sur si je ne dépends plus d'un statut, j'ai la liberté de rémunérer au mérite, j'ai la liberté de choisir mes collaborateurs. C'est de fait ce que fait l'État au quotidien, puisqu'il y a de plus en plus de contractuels dans les ministères et l'État contourne le 20% aujourd'hui de la fonction publique est contractuelle. Et c'est probablement une très bonne idée. Je reviens une seconde sur les cabinets ministériels. Nicolas a raison. Il y a 10 ans, j'avais fait le calcul, il y avait 650 membres de cabinet ministériel, 650 sous-directeurs dans l'État. La plus longue touche de rugby du monde. Et ça vient de quoi? Ça vient de Valéry Giscard d'Estaing. En 1965, le général de Gaulle, quand il faisait des réunions à l'Élysée, il disait « Je ne veux pas voir les gens des cabinets ministériels dans les réunions. Ce sont les enfants naturels de la République. Je ne veux voir que les enfants légitimes qui ont été nommés en Conseil des ministres, les directeurs. » Et donc, les directeurs se sentaient responsabilisés et ils allaient voir le président de la République qui les recevait. Et puis progressivement, à l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing qui voulait être entouré des meilleurs et qui se méfiait de l'administration, il s'est entouré d'un cercle de gens très compétents qui a été son propre cabinet, et puis tous les cabinets ministériels se sont créés à son image sans aucune légitimité en réalité. Et ça a créé ces tracas que révèle Nicolas. Lorsque j'étais en fonction à l'Élysée, j'ai voulu redonner au directeur de centrale l'accès direct au président de la République. Et j'ai fait un test, j'ai dit à un grand directeur, tu vas venir me voir et je souhaite que tu aies un rendez-vous avec le président pour lui présenter ta politique. Le rendez-vous a été catastrophique. Pourquoi? Parce que les directeurs avaient perdu complètement l'habitude d'avoir une vision holistique et stratégique de leur secteur, puisqu'on ne leur demandait jamais. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas demandé au directeur de la direction en question d'aller raconter sa grande vision devant le président de la République. Donc c'est ça qu'il faut retrouver. Il faut retrouver des gens à qui on puisse dire « tu as réussi, on va te promouvoir, et tu as raté, on va te sanctionner ». Ce couple sanction responsabilité n'existe plus aujourd'hui dans toute la sphère bureaucratique et c'est ça qui conduit à la nécrose du système. Eh bien, j'y vois un lien avec le statut dont on parlait au début.
Question suivante. On parlait du modèle de protection. L'essentiel des écarts de dépenses publiques entre notre pays et le reste des pays de l'OCDE vient de la dépense sociale. Et je ne sais plus qui l'a dit, de Nicolas ou d'Augustin, on a 3 à 4 points qui nous différencient vraiment du reste du monde à cause du système de retraite. Donc, la question est, faudra-t-il un jour se décider à introduire une dose de capitalisation obligatoire pour tous, de manière à changer radicalement la façon de financer le système de retraite, et c'est un élément de réforme de l'État. Bon, ben on va gagner du temps, on va dire oui tout de suite. Ok, Augustin. Non, mais on est sur quelque chose qui est tellement évident, et c'est bien le drame de l'imaginaire de notre pays. Par définition, dans une société qui est en vieillissement accéléré, la répartition va dans le mur, par définition. Donc la capitalisation est une nécessité d'urgence. Une nécessité d'urgence. Et Dieu sait que pour ceux qui ont nos âges, d'une certaine manière, on traîne ce sujet depuis 25 ans. Quand on regarde ce que les autres pays européens qui l'ont fait, pas tous, hein, certains ne l'ont toujours pas fait, entre parenthèses, mais certains y sont allés, et ils sont allés au début des années 2000, mais la richesse qu'ils ont créée en investissant ces volumes de capitaux mis de côté, hors d'Europe souvent. Prenez la Norvège, le fonds souverain norvégien avait obligation d'investir hors de Norvège. Ils ont tout investi en Californie dans les années 2000. Ils ont créé 1500 milliards, c'est-à-dire la moitié du PIB de la France, de richesse. 1500 milliards. Donc on ne peut pas imaginer financer nos retraites simplement en faisant cuire notre soupe dans notre lavabo français. La richesse, elle n'est pas en France. La richesse, elle est dans le monde entier. La richesse, c'est l'Asie, c'est les États-Unis. Il faut que l'épargne des Français soit investie là-bas, en partie, et en France aussi, bien entendu, dans la réindustrialisation, dans la transition climatique, tout ça. Mais fondamentalement, il faut qu'on aille chercher la richesse là où elle est, dans les pays qui croissent de 8% par an. C'est ça qui va financer nos retraites. Le résultat de tout ça, c'est que les retraites des Français sont plus faibles que les retraites des pays qui ont de la capi, donc plus faibles que les retraites des Canadiens, plus faibles que les retraites des Britanniques, plus faibles que les retraites des Norvégiens, des Suédois, en particulier des Allemands. C'est un scandale moral. Les Pays-Bas ont un système de capitalisation, ils ont des pensions 30% supérieures aux pensions des Français, avec 7 points de PIB consacrés au financement des retraites, quand c'est 14 points de PIB chez nous. Vous voulez réagir là-dessus ou j'avance, Augustin? On a tout dit là? Non, je dirais simplement qu'on retrouve le problème de pédagogie de l'économie. Quand on a des taux d'intérêt à 2%, et une croissance qui est entre 5 et 7% dans les pays émergents, on voit bien que si on n'accède pas au capital, on n'a aucune faculté de s'enrichir. C'est Einstein qui disait la 8e merveille du monde, c'est les intérêts composés. Tant qu'on n'aura pas fait comprendre à nos compatriotes que s'ils n'accèdent pas à la capitalisation, ils n'ont aucune faculté de se constituer un patrimoine, on aura cet appauvrissement décrit précédemment. Autre sujet parmi ceux que j'avais listés, le modèle social, la dépense sociale, on en a parlé. Est-ce qu'à un moment, il va falloir remettre sur la table de manière sérieuse le débat du financement de la protection sociale? On ne cesse d'entendre que l'un des problèmes du pouvoir d'achat, c'est les salaires. La réalité, c'est que ce n'est pas le salaire, c'est le salaire net. Pourquoi le salaire net pose un problème? Parce qu'on arrive au salaire net à la suite d'une montagne de prélèvements obligatoires qui vont financer le modèle social. Quelqu'un qui a un super brut, c'est-à-dire son brut plus ce qu'on appelle bizarrement les cotisations dites patronales, car c'est juste le prix de son salaire, celui qui est payé en 3 200 € en super brut, à la fin en net, avant le pass, avant le prélèvement à la source, il a 1 750 €. De 3 200, il est passé à 1 750 €. Faudra-t-il, selon vous, changer radicalement la façon de financer le modèle social, c'est-à-dire délester une partie du financement de ce modèle du travail pour en basculer une partie ou l'intégralité sur l'impôt? C'est quelque chose qui a commencé avec Michel Rocard déjà. On est d'accord. Quand on a créé la CSG, donc mais la CSG, elle est sur les salaires. Mais la CSG, c'est un impôt sur le revenu qui ne dit pas son nom. Voilà, et elle est sur les salaires. Donc en fait, on va se le dire, le modèle de financement de l'État-providence sur les salaires, il est lui aussi dans le mur. Donc il y a beaucoup de choses dans le mur, hein, mais en particulier ça. Il y avait un système alternatif qui est la TVA sociale. TVA sociale qui fait l'objet de nombreux débats en France. Ou la CSG sociale, Nicolas. Qui a toujours été. Il s'agit de l'assiette, de choisir son assiette. Oui, si l'assiette, ce ne sont pas les salaires, il faut que ça soit autre chose. Donc si c'est autre chose, c'est quoi? C'est la consommation ou c'est le capital? Est-ce qu'on a envie de financer le modèle social français sur le capital? On sait que c'est pas possible. Est-ce qu'on peut le financer un peu sur la consommation? On sait que c'est possible. Ça a toujours été refusé. Bon, il y a eu un moment où ça a failli arriver, et ça fait l'objet d'un débat public et politique extrêmement dur. Ça a été immédiatement supprimé. Je note que Angela Merkel l'a fait.
Et quand on est un pays qui est en déficit commercial, la TVA sociale, c'était une barrière non tarifaire extraordinairement utile. On aurait dû le faire. On a fait une erreur en ne faisant pas la TVA sociale. Il y a aussi ceux qui disent qu'il faut faire la CSG sociale. À ce moment-là, vous faites financer l'intégralité du financement par l'ensemble des revenus. Les revenus du capital, les revenus du travail, mais aussi les revenus des retraités. Vous avez un avis là-dessus, Augustin de Romanet ? Oui, très bref, le sujet est immense. Moi, je reviens à ma question de la responsabilité. Il faudra aussi se poser la question, quelle est la dépense qui est socialisée, quelle est la dépense qui correspond à la responsabilité individuelle. Je crois qu'il va falloir retrouver, pour un certain nombre de dépenses, une assurance individuelle qui va mettre en regard de ce que vous coûtez à la société, la mutualisation du risque, qui sera gérée, me semble-t-il, avec plus de responsabilité. Regardez, en Allemagne, par exemple, les mutuelles ne vous remboursent pas si vous n'avez pas un certain nombre d'actes de prévention. En France, nous avons un système de sécurité sociale qui repose en totalité sur le soin et le curatif. Résultat, les gens ont une prévention médicale qui est extrêmement faible par rapport aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, la santé coûte tellement cher que vous êtes quasiment obligé d'avoir des actes de prévention si vous voulez être couvert. Et je pense qu'il ne faut évidemment pas tomber dans les excès des États-Unis. Certes non. Mais en revanche, je pense qu'il faut toujours retrouver plus de liens entre la dépense et la responsabilisation de celui qui engage la dépense. En tout cas, il faudra que quelque chose se passe, sinon un jour on vous prélèvera votre assurance automobile sur votre bulletin de salaire. Parce qu'elle est obligatoire. Voilà, on a 3 minutes 20. C'était une idée développée par Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes et président de ces rencontres qui nous réunissent aujourd'hui. Tu le disais, Nicolas, on doit absolument. Il ne faut pas que l'ensemble de l'épargne de l'Europe aille acheter du T-Bund US parce qu'il rapporte 1,5 de plus que ce qu'il y a en Europe en termes de dette publique. Il faut absolument conserver une partie de l'épargne sur le territoire européen. Et il va falloir, dans un pays comme le nôtre, qui est frileux par rapport à la prise de risque, trouver un moyen ou un autre. Alors, Madame Lagarde, hier, a défendu l'union des marchés de capitaux. Ok, un jour, on peut imaginer qu'on a un produit d'épargne européen, seulement ça suppose, en amont, une harmonisation de la fiscalité en Europe. Quand vous commencez à mettre fiscalité et harmonisation en Europe, vous êtes à peu près dans le mur ou pas très très loin. Et donc, l'idée de Jean-Hervé Lorenzi, qu'il a souvent défendue, il va falloir attirer l'épargne. D'après lui, l'épargne, c'est les vieux qui l'ont. Un vieux, ça prend pas de risque. Donc, il faudra donner une garantie publique, une garantie de l'État sur le capital investi. Est-ce que ça vous sent ? Ça me semblait au début lunaire, cette idée. Et je commence à me demander si ce n'est pas un élément constitutif d'une remise à plat et d'une réforme de l'État. Comme personne n'a plus d'argent en Europe, et particulièrement la France, le monde des subventions est normalement terminé. Enfin, j'espère qu'il l'est. En temps les programmes électoraux, peut-être pas, mais enfin, nous n'avons plus d'argent. Donc dans ce cas-là, effectivement, le seul produit qui subsiste et qui est relativement frugal en emprise sur le budget d'État, c'est la garantie. Et la garantie, elle est indispensable parce que le secteur privé, dans le financement de la transition climatique, dans le financement de la réindustrialisation, dans le financement du digital, de l'innovation, dans le déséquilibre avant, demande à être dérisqué. Il demande à être dérisqué. Donc il faut que l'Europe monte des fonds de garantie très profonds qui vont eux-mêmes garantir les banques nationales, les banques publiques et peut-être même des grands fonds d'investissement. Alors ensuite, l'union des marchés de capitaux est-elle la solution ? Bon, peut-être, mais bon, j'ai toujours pas bien compris pourquoi. J'ai toujours pas bien compris pourquoi, dans la mesure où vous pouvez faire un gigantesque terrain de football de fluidité de circulation des capitaux. Si vous n'avez pas des grands entrepreneurs de la finance, à la BlackRock, à la KKR, etc., qui vont eux-mêmes faire les mises massives d'investissement pour financer ce qu'ils financent aux États-Unis, eh ben, votre épargne, elle sera chalutée par des grands acteurs américains qui investiront tout ça aux États-Unis. Donc je ne suis pas sûr d'avoir bien compris en quoi l'union des marchés de capitaux allait résoudre notre problème de financement du risque en Europe. L'Europe ne finance pas son risque. L'Europe est conservatrice. C'est une Europe de rentier. Elle est âgée. Elle ne prend pas les risques que prennent les Américains. Augustin, un mot de conclusion, on a fini là-dessus, ou alors sinon je termine. Non, le sujet de l'union des marchés de capitaux, je ne suis pas aussi pessimiste que Nicolas. Si on veut qu'un entrepreneur slovène ou un entrepreneur estonien puisse lever des capitaux en bourse dans des conditions comparables au Nasdaq, on n'y arrivera jamais si on n'a pas une bourse européenne de l'innovation. Donc, c'est un sujet beaucoup trop compliqué pour être traité en 2 secondes. Moi, ce que je dis, c'est qu'un train en cache un autre. Et le gros train qui se cache derrière tout ce qu'on vient de dire, c'est la mutualisation de la dette européenne. Nous avons des États-Unis qui dépensent à tour de bras
avec une préoccupation de leur dette publique qui est tout à fait négligeable. Ils commencent à avoir une dette qui va devenir aussi importante que la nôtre. Et si nous, en Europe, avec une monnaie et 27 dettes, nous ne sommes pas capables d'unifier progressivement notre dette, c'est bien chaque État qui tombera par le jeu des spéculateurs. Souvenez-vous de la crise de 2012. Donc je dis, faisons attention à nous préoccuper de l'union des marchés de capitaux, c'est bien, mais à ne pas complètement oublier que la vraie clé, elle est politique. Est-ce que oui ou non, les Européens se veulent un avenir commun? Sinon, ils seront déchiquetés par la spéculation des marchés financiers. On a fini. Juste 30 secondes, Isabelle, et je te passe la main. Il y a un sujet que je voulais aborder, on n'a pas le temps, mais je vous donne globalement la conclusion, la simplification. C'est un sujet essentiel. J'en ai discuté avec 2 acteurs de la simplification en France. Guillaume Poitrinal, qui a été dans un tandem avec Thierry Mandon sous François Hollande pour simplifier, ça n'a pas fonctionné. Avec Sylvain Aurébi, qui a été dans la loi Pacte sur le sujet de simplification. Les deux disent la seule solution pour simplifier le pays, c'est de privatiser le premier étage de l'Élysée et d'avoir une task force intégralement dédiée à ce sujet qui est directement sous l'autorité du président de la République. Sinon, ça n'arrivera pas. Voilà, on a donné des clés pour sauver le pays. Ça a pris 25 minutes. Ça prendra sûrement un peu plus de temps à mettre en place.